Un homme dont la fortune dépassait les 80 milliards de dollars, capable d'acheter tout un pâté de maison à Paris, poussa la porte d'une vieille brasserie graisseuse du quartier de la Villette, vêtu d'une veste d'occasion, achetée dans un friperie troué au niveau du coude. Il s'assit dans une banquette en sky déchirée et commanda la chose la moins chère de tout le menu 2 œufs au plat et un café noir. La serveuse noyée dans les dettes médicales liées au traitement de sa mère et travaillant un double service ne le regarda ni avec dégoût ni avec mépris, mais avec une simple gentillesse fatiguée. Mais lorsqu'un client aisé tenta d'humilier l'homme qu'il croyait pauvre, la réaction de la serveuse déclencha une suite d'événements qui allaient changer leur vie, et toute la ville, pour toujours. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un riche déguisé en pauvre, c'est l'histoire de ce qui arrive lorsque le vrai caractère d'une personne finit enfin par être vu. Dans la salle de conférence du 90e étage de la tour Majanga au cœur de la Défense, l'air semblait si stérile qu'il paraissait sous vide. Edward Garrick, un homme dont la fortune fluctuant au rythme des marchés mondiaux restait toujours au-dessus des 80 milliards, contemplait Paris à travers les immenses baies vitrées. En dessous, la ville s'étendait comme un circuit, imprimait une carte complexe de lumière et de vie qu'il possédait sans réellement les comprendre. « L'image est mauvaise », déclara Laurent Bishop, son directeur général et rival, de toujours d'une voix douce mais tranchante. La chronique du Sentinelle ce matin t'a appelé le roi ermite de Paris. Ils te décrivent comme un dragon, assis sur son tas d'or, complètement déconnecté des gens qui utilisent nos produits et habitent dans nos immeubles. Édouard ne se retourna pas. Le Sentinelle est un tabloïd Laurent. Je ne m'intéresse pas à l'image. Je m'intéresse aux prévisions du 4e trimestre. Et le conseil d'administration s'intéresse au cours de l'action qui dépend de l'opinion publique, répliqua Laurent en se penchant vers lui. Il te voit perché dans ta tour signant des acquisitions et des fermetures sans jamais voir les visages de ceux que cela affecte. Ce nouveau projet de rénovation urbaine, il déplace des milliers de personnes. Il nous faut du bon PR. Que suggères-tu? Que j'aille embrasser quelques bébés lors d'une inauguration d'abri? Ricana Édouard en se tournant enfin vers lui. Son costume gris sombre austère coûtait plus cher qu'une voiture moyenne. Laurent sourit un éclair de prédation dans les yeux. Non, quelque chose de plus immersif. Je te lance un pari, Édouard. Un défi, si tu veux. Je ne fais pas de paris. Alors considère cela comme une étude de marché essentielle. Pendant 1 semaine. 7 jours. Tu vis comme eux. Pas d'accès à tes comptes, ni à tes voitures, ni à ton nom. On te donne une chambre dans une auberge de jeunesse du quartier industriel, un téléphone jetable et 300 € en liquide. C'est tout. On verra si le roi ermite peut survivre parmi les gens du commun. Édouard s'apprêtait à rejeter l'idée comme absurde, une mascarade enfantine, mais il vit dans les yeux de Laurent quelque chose de pire, une certitude arrogante qu'il n'en serait pas capable. Qu'il était trop doux, trop déconnecté, trop royal pour affronter la réalité. Ce défi n'était pas du PR. C'était Laurent qui testait son courage. « Très bien », dit Édouard, sa voix dangereusement basse. « 1 semaine. Mais à mon retour, Laurent, le comité chargé du projet de rénovation urbaine hors budget, tu le diriges personnellement depuis le terrain. » Le sourire de Laurent se figea, mais il acquiesça. « D'accord. » 2 jours plus tard, Edward Garrick avait disparu. À sa place existait Ed, un homme qui semblait avoir été mâché puis recraché par la ville. Son déguisement était d'une simplicité douloureuse. Une chemise en flanelle, usée d'un dépôt-vente, un jean délavé aux genoux et une paire de bottes de travail éraflées. Il ne s'était pas rasé depuis 2 jours. La barbe grise et rêche lui donnait l'air non pas d'un milliardaire, mais d'un homme à un pas de dormir dans le métro. Les 300 € s'évaporaient plus vite que prévu. La petite chambre de l'auberge de jeunesse n'était qu'un cube étroit bruyant qui sentait le moisi. Pendant 48 heures, il avait arpenté les rues invisibles.
Les gens ne se contentaient pas de l'ignorer, ils regardaient à travers lui. Son pouvoir, son nom, sa présence, tout avait disparu balayé par une simple chemise en flanelle. Il avait faim. Pas la faim polie de « je devrais prévoir un déjeuner ». Une vraie faim, une douleur creuse et persistante dans le ventre. Il lui restait 40 € pour survivre encore 5 jours. Il se retrouva devant la brasserie du Bleu, un établissement étroit coincé entre un tabac et un pressing. L'enseigne lumineuse clignotait la lettre E de bleu, bourdonnant de manière erratique. Les vitres embuées cachaient l'intérieur. Il sentit l'odeur de graisse de café rassis et la pointe piquante d'eau de javel. Il poussa la porte. Une petite clochette tinta. La brasserie était réelle authentique. Tout ce que la salle de conférence de la Défense n'était pas. Le sky des banquettes était fendu laissant apparaître la mousse jaune. Le sol en carrelage ancien était usé. Un long comptoir longeait le mur où quelques hommes épuisés buvaient de leur café. Dans l'air vibrait le grésillement de la poêle, le claquement des assiettes et une radio des années 80 crachotant un vieux morceau oublié. Il s'installa dans une banquette près de la fenêtre. Le siège était froid. Il sentit plusieurs regards glisser vers lui l'évaluer, puis l'ignorer. Il n'était qu'un élément de plus du décor usé. Quelques instants plus tard, une serveuse apparut. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux noirs étaient tirés en une queue de cheval sévère, et des cernes violacées ombraient ses yeux. Mais son uniforme, une robe bleu clair et un tablier blanc étaient impeccablement propres. Son badge légèrement de travers indiquait Bethany. « Café » demanda-t-elle. Sa voix n'était ni joyeuse ni chaleureuse. Elle était plate professionnelle et terriblement fatiguée. « Oui, noir, s'il vous plaît », répondit Ed. Sa propre voix lui sembla rauque. Elle revint aussitôt un mug brun ébréché dans une main et la cafetière dans l'autre. Elle servit sans un mot, déposa une carte plastifiée devant lui, puis se dirigea vers une autre table. Ed l'observa. Elle se déplaçait avec une efficacité presque hypnotique, débarrassant les assiettes, remplissant les tasses, prenant les commandes d'un groupe d'ouvriers sans un seul geste inutile. Il ouvrit le menu. Les prix semblaient venir d'une autre époque. Il chercha l'option la moins chère qui puisse constituer. Un repas. Il la trouva sous formule simple toute la journée. 2 œufs n'importe quelle cuisson, sans accompagnement. 350 €. Lorsque Bethany revint carnet de commandes en main, il ne la regarda pas. Il pointa simplement le menu. « Je vais prendre les 2 œufs au plat et le café. » Il se prépara intérieurement. Il s'attendait à un soupir, un roulement d'yeux, un regard de pitié ou de mépris. Après tout, il occupait toute une banquette pour une commande de 350 €. Mais Bethany nota simplement la commande. « Ça arrive », dit-elle avec ce même ton plat professionnel. Elle se retourna, accrocha le ticket sur la roue tournante de la cuisine pour Serge, puis revint vers la cafetière. Edward Garrick la regarda s'éloigner. Elle ne l'avait pas jugé. Elle n'avait pas souri d'un air moqueur. Elle n'avait rien fait de spécial. Elle l'avait simplement traité comme un client. Dans l'état où il se trouvait, cela lui parut être un acte d'une dignité profonde. Il enveloppa la tasse chaude de ses mains glacées et pour la première fois depuis une semaine, sentit un très léger frisson de chaleur humaine. Ed resta là à siroter son café, attendant son maigre petit déjeuner. La brasserie se remplissait peu à peu de l'affluence du matin. Le niveau sonore montait une symphonie de fourchettes qui s'entrechoquent de salutations rocailleuses et le grésillement incessant venant de la cuisine. Bethany se déplaçait dans ce chaos comme un requin rapide et efficace, le visage figé dans une politesse neutre. La clochette de la porte tinta de nouveau, suivie cette fois d'un éclat de rire bruyant et agaçant. Un homme et une femme entrèrent comme s'ils attendaient que tout le monde les remarque.
L'homme, la trentaine avancée, portait un costume un peu trop brillant et une montre manifestement choisie pour impressionner. Les cheveux gominés en arrière, il marchait avec l'arrogance non méritée d'un commercial, moyen persuadé d'être un génie. La femme à son bras, Tiphaine, était couverte de marques de luxe et son parfum coupait net, l'odeur de graisse de bacon. « Michel, mon gars !» beugla l'homme en apercevant le propriétaire. Michel, un quinquagénaire perpétuellement stressé, leva les yeux depuis sa caisse. Table pour deux, la meilleure. Michel soupira et montra une direction du bout de son stylo. Bonjour, Chad. La banquette du fond est libre. Non, non, on va prendre celle-ci, déclara Chad en désignant la banquette juste en face d'Ed. Il s'installa avec Tiphaine et Bethany arriva aussitôt avec 2 verres d'yeux. Bonjour, vous prendrez quoi? Chad ne la regarda même pas trop, occupé à impressionner Tiphaine. Ouais, un café. Et je veux la formule complète du jour, extra bacon extra toute. Et dis au cuisinier de pas la cramer comme la dernière fois. Elle prendra, tu voulais quoi, chérie? La tartine à l'avocat. Pff, ridicule. Je veux l'omelette healthy avec fruits. Fit Tiphaine en refermant brutalement son menu. Très bien, nota Bethany. 2 cafés, une formule complète, extra bacon, une omelette healthy. Elle allait partir quand Serge posa une assiette sur le passe-plat. Commande prête. 2 œufs au plat. Bethany prit l'assiette petite blanche, contenant seulement 2 œufs au plat parfaitement cuits brillants, et la déposa délicatement devant Ed. « Voilà, monsieur, » dit-elle. « Merci, » murmura Ed. Ce simple échange sembla mettre Chad hors de lui. Il regarda Ed avec un rictus méprisant, puis lança d'une voix assez forte pour toute la salle, « Sérieusement. » Ed se figea sa fourchette suspendue. Bethany s'immobilisa le dos tendu. « Pardon, » demanda Ed. « J'ai dit sérieusement, » répéta Chad en désignant Ed du pouce. « Tu viens dans une brasserie, tu prends toute une banquette et tu commandes juste 2 œufs. 2 œufs. Tu économises pour la tartine peut-être. » Tiphaine gloussa. Ed sentit une vague de honte, mêlée de colère lui grimper dans la nuque. Dans son monde, les insultes se donnaient en silence, avec une pointe de poison poli. Pas en plein milieu d'une brasserie. Il n'avait aucun protocole pour ça. Je voulais juste des œufs, dit Ed faiblement. Ouais, certains d'entre nous sont ici pour un vrai petit-déj, mon gars, ricana Chad. Des types comme toi, c'est mauvais pour le business. Tu prends de la place pour rien. Michel devrait imposer un minimum. Avant qu'Ed ne puisse encaisser l'humiliation, Bethany se plaça entre les 2 banquettes. Elle ne regardait pas Ed. Son regard était rivé sur Chad. « Monsieur, » dit-elle, et sa voix n'était plus plate. Elle était glaciale, dure comme l'acier. « Il n'y a pas de minimum ici. Tous nos clients sont les bienvenus, peu importe ce qu'ils commandent. » Chad parut surpris, puis irrité. « Hé, je dis juste que c'est pathétique. »« Non, » dit Bethany, sa voix abaissée, d'un ton obligeant Chad et Tiphaine à se pencher légèrement. Ce qui est pathétique, c'est un adulte qui insulte un inconnu pour paraître supérieur devant sa copine. C'est un client payant tout comme vous. Maintenant, j'ai votre commande. Besoin d'autre chose. » La manière dont elle avait dit autre chose ressemblait clairement à un renvoi, pas à une offre. Le visage de Chad vira au rouge tacheté. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête. « Pourquoi tu prends sa défense? C'est un clochard. Regarde-le. »« Je défends mon client, » rétorqua Bethany sans ciller. « Et je vous demande, en tant qu'autre client, d'être respectueux envers tout le monde ici, où j'appelle Michel pour vous mettre à une autre table, peut-être près de la porte de la cuisine. » La menace était limpide. Tiphaine se recula légèrement gêné. Chad, voyant qu'il avait perdu le rapport de force, souffla agacé. « Pff, laisse tomber.
Sers-moi mon café, ma grande, et crache pas dedans. Je ne ferai jamais ça, répondit Bethany en retrouvant son masque professionnel. Votre café arrive. Elle s'éloigna. Toute l'interaction n'avait duré qu'à peine 90 secondes. Ed baissa les yeux vers ses œufs. Il tremblait légèrement. Lui, Edward Garrick, venait d'être défendu par une serveuse qu'il ne connaissait même pas. Elle ne l'avait pas fait pour le pourboire. Elle ne s'attendait à rien venant de lui. Elle l'avait fait parce que c'était de la bonne chose à faire. Une question de principe. Il la regarda retourner à son travail remplissant les cafés de Chad et Tiffany comme si rien ne s'était passé. Elle était efficace, épuisée, et pourtant, à cet instant, elle était la personne la plus impressionnante qu'il ait rencontrée depuis 10 ans. Il mangea lentement. Ce n'étaient que des œufs, mais ils avaient le goût d'une révélation. Il la regarda encore. Vraiment regarda. Bethany. Il n'oublierait jamais ce nom. Quand il eut fini, il laissa 20 € sur la table pour un repas à 3,50 €. Puis il sortit, avant qu'elle ne s'en rende compte, la petite clochette tintant derrière lui. Il avait beaucoup à réfléchir. La semaine d'Édouard dans la rue était censée être une épreuve de survie. C'était en train de devenir une leçon. Il ne parvenait plus à chasser la brasserie ni la serveuse de son esprit. Il revint le lendemain, puis encore le jour d'après. Pour la première fois de sa vie, il devint un habitué. Il s'asseyait toujours à la même banquette, commandait toujours la même chose, un café noir. Parfois, il ajoutait une simple tartine grillée. Il était Ed, l'homme silencieux, du coin fondu dans le papier peint usé de la brasserie. Depuis cette position, il commença à voir le lieu non plus comme un simple endroit où manger, ni comme une ligne anonyme sur un tableau budgétaire, mais comme un organisme vivant. Michel le patron en était le cœur stressé et anxieux. Serge le cuisinier en était les poumons brûlants. Et Bethany, elle était le système circulatoire. Elle allait partout, apportait ce qu'il fallait, gardait tout en vie. Édouard l'observait. Il voyait sa patience. Il voyait sa manière d'aider. Monsieur Pierre, un vieil habitué aux mains tremblantes, peinait à lire les plats du jour écrits à la craie sur le tableau. Bethany ne se contentait pas de les lui lire. Elle se penchait vers lui et disait avec douceur « La terrine est très bonne aujourd'hui, Monsieur Pierre. Serge l'a faite ce matin, pas celle d'hier. » Il la vit aussi gérer une jeune mère dont l'enfant faisait une crise complète, hurlant et jetant des crayons. Bethany ne fronça pas les sourcils. Elle s'approcha, s'agenouilla et offrit au petit une petite tasse remplie d'un sirop à la grenadine avec une paille. « C'est une boisson spéciale de pompier, » dit-elle, et le garçon se calma aussitôt. La mère la regarda avec des larmes de gratitude. Mais c'était pendant les creux, les heures calmes du milieu d'après-midi, qu'Ed apprit le plus. Il restait assis des heures avec un seul café, et Bethany, l'ayant accepté comme partie du décor, travaillait à d'autres choses. Il la vit derrière le comptoir tourné vers le mur, un énorme manuel épais ouvert devant elle. Il plissa les yeux. Ce n'était pas un petit guide d'école. C'était un livre de finances d'entreprise avancé. Un après-midi, il la surprit près du téléphone public, près des toilettes, le dos raide. Il n'entendait que son côté de la conversation, sa voix basse et tendue. « Maman, s'il te plaît, ne discute pas avec moi. » chuchota-t-elle, la main couvrant le combiné. « Il faut que tu fasses renouveler l'ordonnance. »« Non, je me fiche de ce que le docteur a dit sur le prix, parce qu'on va trouver une solution. Je vais trouver une solution. »« Non, mes horaires vont. Michel me donne un service en plus samedi. »« Oui, je mange. Je vais bien. » Elle raccrocha et resta immobile, le front posé contre le mur, pendant 10 longues secondes. Ses yeux étaient fermés. Ed vit sa poitrine se soulever profondément, une respiration tremblante pour se recomposer. Puis elle se redressa, remit son tablier en place et retourna sur la salle en disant d'une voix parfaitement professionnelle « Encore un peu de café, Monsieur Pierre. » Tout s'imbriqua alors dans l'esprit d'Édouard. Sa fatigue,
Le manuel de finances. Son besoin désespéré de faire des heures supplémentaires. Elle n'était pas juste une serveuse. Elle était aidante étudiante et soutien de famille, tout cela, réuni dans un seul corps de 20 ans épuisé. Plus tard dans la journée, Ed payait son café à la caisse. Michel l'encaisse, pendant que Bethany, son service terminé, quittait la salle. Elle avait changé son uniforme pour un jean, un hoodie et un lourd sac à dos pendait à son épaule. « À demain, Michel, » dit-elle. « Attends, bête, » l'arrêta Michel après avoir rendu la monnaie à Ed. « Tu as 1 minute. » Elle soupira réajustant le sac. « Oui, qu'est-ce qu'il y a? » Michel baissa la voix. Ed, feignant de chercher une pastille dans un pot, resta à portée d'écoute. Le prêt de la banque, ils l'ont refusé. L'appel final. Ils disent que notre ratio bénéfice-dette est pas viable. Ils appellent l'échéance. Le visage de Bethany devint blanc, encore plus pâle que toutes les fois où Ed l'avait vu fatigué. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 30 jours, dit Michel d'une voix brisée. 30 jours pour payer la totalité du remboursement anticipé. 50 000 €. Ou ils saisissent le bâtiment. 50 000. La voix de Bethany n'était qu'un souffle. Michel, c'est toute ta vie. Et moi, mon travail. Celui de Serge aussi. Je sais, gamine, dit Michel en se frottant le visage. Je sais pas quoi faire. J'ai plus rien à mettre en garantie. Bethany fixa le sol, le lourd manuel de finances dans son sac, semblant soudain une mauvaise blague du destin. Puis elle leva la tête, les yeux durs. Non, on se bat. On va faire une soirée de soutien. Une nuit pour sauver la brasserie du Bleu. On appellera le Sentinelle. Un événement pour lever 50 000, dit Michel vaincu. Si on en fait 5 000, ce serait un miracle. C'est mieux que rien, Michel. On doit essayer. Elle se précipita vers la sortie, la clochette tinter violemment derrière elle. Ed resta figé devant la caisse, son café à 2 € totalement oublié. Il n'était plus un observateur. Il était impliqué. Son expérience, son pari stupide et arrogant avec Laurent, venait d'entrer en collision avec la réalité. Et la réalité s'appelait Bethany, sa mère malade, son manuel de finances. Et la dette de 50 000 € dont son propre groupe, Garrick Group International, était responsable. Il quitta la brasserie, passa devant le tabac et le pressing. Il était Édouard Garrick, le roi ermite. Et il venait de découvrir que son royaume était bâti sur les ruines de lieux comme la brasserie du Bleu, et sur le dos de gens comme Bethany. Le lendemain, l'atmosphère dans la brasserie était lourde, toxique, silencieuse. Les habitués comme M. Pierre ou les ouvriers du bâtiment le sentaient. Michel ne semblait pas seulement stressé. Il semblait brisé. Bethany travaillait comme en état de choc nerveux. Toujours poli, toujours efficace. Mais son sourire n'était qu'un masque fissuré. Ed, dans sa banquette habituelle, buvait son café avec un malaise qui lui tordait les tripes. Il se sentait comme un espion, un traître. Il connaissait leur destin. Et il savait qu'il en était l'architecte. Vers 11 h, la clochette tinta. Cette fois, ce n'était pas un client. Un homme en costume à 1 000 € ligne nette et style parisien impeccable entra. Il ressemblait à une lame moderne plantée au milieu de la vieille brasserie usée. Il tenait une serviette en cuir. Ed reconnut immédiatement le type, il en employait des milliers. Un requin. L'homme ignora le panneau. « Veuillez attendre qu'on vous place » et marcha droit vers le comptoir où Michel comptait les tickets. « Michel Turner » demanda l'homme d'une voix lisse, chargée d'une condescendance implicite. « C'est moi » répondit Michel avec méfiance. « Martin Hainaut » dit l'homme, sans lui tendre la main, déposant simplement une carte de visite sur le comptoir.
Je suis du département de rénovation urbaine du Garrick Group International. Le ventre d'Ed se serra. C'était l'un des hommes de Laurent. Bethany, qui remplissait les pots de sucre, se figea. Sa tête se releva d'un coup. « Je pense que vous savez pourquoi je suis ici », dit Hainaut en ouvrant sa serviette. « L'avis de la banque. Comme vous le savez, ils ont exigé le remboursement complet. Et depuis ce matin, JGI a racheté cette créance. Vous avez acheté notre dette, balbutia Michel. Exactement, répondit Hainaut avec un petit sourire méprisant. Ça simplifie les choses. Maintenant, 2 options. Option A, vous payez les 50 000 € plus les frais d'acquisition dans... Il regarda sa Rolex. 48 heures. Ou l'option B que je recommande fortement. Il glissa une liasse de documents sur le comptoir. Vous signez ça. Le titre de propriété est transféré à GGI. Nous effaçons la dette. Et par geste de bonne volonté, nous vous donnons 5 000 € pour vos frais de relogement. Vous serez parti avant le 1er du mois. 5 000. La voix de Michel était étranglée. Cet endroit en vaut 10 fois plus, rien que mes équipements. Vos équipements ont 20 ans, Monsieur Turner. Votre goodwill est inexistant. Votre comptabilité est un désastre. Nous n'achetons pas votre brasserie. Nous achetons le terrain. Les 5 000 sont un cadeau. Je les prendrais si j'étais vous. C'est à ce moment-là que Bethany bougea. Elle déposa les pots de sucre d'un claquement sec et marcha droit vers Hainaut. Ed l'avait déjà vu tenir tête à Chad, mais là, c'était différent. Ce n'était pas un tyran. C'était un bourreau. « Vous n'avez pas le droit », dit-elle, la voix tremblante, mais pleine de rage. Hainaut tourna enfin les yeux vers elle. Il la balaya d'un regard le tablier, les chaussures simples la queue de cheval, puis la rejeta d'un haussement de sourcils. « Je ne crois pas m'adresser à vous, ma grande. Elle s'appelle Bethany, dit Ed. Sa propre voix le surprit. Faible mais tranchante, coupant net le silence de la brasserie. Hainaut, Michel et Bethany se tournèrent vers lui. Ed, le clochard du coin. Hainaut haussa un sourcil parfaitement épilé. « Pardon. J'ai dit qu'elle s'appelle Bethany, » répéta Ed en se levant lentement. Il sentit soudain la misère de ses vêtements, la démangeaison de sa barbe. « Et elle vous a posé une question. Comment pouvez-vous faire ça? » Hainaut eut un petit rire incrédule. « Vous êtes qui? » La décoration locale, asseyez-vous, le vieux. C'est du business. Ça dépasse votre niveau. C'est un client, répliqua Bethany, sèchement ses yeux, à nouveau fixés sur Hainaut. Et il a raison. C'est la vie de Michel. Ma vie. Celle de Serge. Vous mettez des gens à la rue, pourquoi? Une autre tour en verre, une autre banque. Ça s'appelle le progrès petite, lâcha Hainaut agacé. Tout le pâté de maison va être rasé. Nous construisons un nouveau centre commercial. De vrais emplois, pas ça. Il fit un geste méprisant vers la brasserie. Cet endroit est un vestige. Il est temps de le laisser mourir. Ce n'est pas un vestige, c'est une maison, répliqua Bethany. Monsieur Pierre mange ici tous les jours depuis 30 ans. Ces ouvriers-là, dit-elle en pointant le groupe d'hommes, n'ont nulle part ailleurs où avoir un repas chaud qu'ils peuvent à peine payer. Vous ne détruisez pas seulement un bâtiment, vous détruisez une communauté. C'est très mignon et très naïf, dit Hainaut en se tournant vers Michel. Mais ça ne paye pas les factures. Michel, l'horloge tourne. Vous avez 48 heures. Les 5 000 € ne sont valables qu'aujourd'hui. Si je franchis cette porte, c'est terminé. Demain, nous saisissons le bâtiment. Michel regarda les papiers, la main tremblante. Il regarda Bethany les yeux pleins de défaite. Il regarda Serge immobile dans l'ouverture de la cuisine, spatule à la main. « Dehors », murmura Michel. « Pardon », dit Hainaut. « Dehors de ma brasserie », répéta Michel plus fort. Il repoussa les papiers vers lui. « Dehors. »
Eno resta figé, véritablement choqué. Il s'attendait à voir un homme brisé. Il en voyait un, mais avec une dernière étincelle de dignité. Il rangea lentement ses papiers. « Très bien, » dit-il, la voix glaciale. « Vous venez de faire une erreur. Monumentale. Nous entamons la saisie immédiatement. Vous, votre cuisinier et votre petite serveuse agressive serez à la rue lundi. Bonne journée. » Il pivota sur ses talons et sortit. La clochette tinta moqueuse. Le silence retomba lourd, écrasant. Bethany restait immobile, la poitrine secouée. Michel s'effondra sur un tabouret, la tête dans les mains, et pour la première fois éclata en sanglots. Ed retourna s'asseoir. Il sentit monter en lui une rage froide, chirurgicale, comme il n'en avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas du business, c'était une agression. Et Martin Hainaut, son employé, venait de menacer un homme bon et d'insulter la seule personne qui lui avait montré de la bonté depuis une semaine. Le projet de rénovation urbaine de Laurent n'était pas qu'une mauvaise idée. Il était pourri jusqu'à l'os. L'expérience était terminée. Il était temps pour Édouard Garrick de revenir. Le reste de la journée ne fut qu'un brouillard de désespoir silencieux. La brasserie du Bleu ressemblait à une salle de veillée funèbre. Monsieur Pierre entra, vit le visage de Michel et mangea en silence. Les ouvriers parlaient à voix basse. Bethany se déplaçait comme un fantôme, le visage pâle, son manuel de finances abandonné. Ed resta. Il ne pouvait pas partir. Il commanda un autre café, puis encore un. Il observa Bethany essuyer mécaniquement le comptoir, les yeux rouges et gonflés. Enfin, il se leva et s'approcha d'elle. Bethany, elle leva la tête surprise. « Oh, Ed, désolé, tu as besoin de quelque chose. J'ai entendu ce que cet homme a dit, tout ce qu'il veut faire. » Elle eut un rire amer sec. « Ouais, eh ben, le progrès, hein? Les petits se font toujours écraser. » Elle reposa brutalement une salière. « Je ne sais plus quoi faire. Je lis ce fichu manuel tous les soirs. La finance d'entreprise. J'essaie d'apprendre leur langue, comment construire quelque chose, et eux, ils détruisent tout avec un bout de papier. » Il la regarda longtemps, puis demanda doucement, « Et toi, qu'est-ce que tu ferais? » Ed demanda à la voix basse, « Quoi? Si tu pouvais faire quelque chose, si tu avais, je sais pas, du pouvoir, de l'argent, qu'est-ce que tu ferais? » Bethany cessa d'essuyer. Elle s'appuya sur le comptoir, fixant le formica usé. « Je sauverais cet endroit. Pas seulement pour moi, pour Michel. Il m'a donné un travail quand personne d'autre ne voulait de moi. Quand ma mère est tombée malade, il m'a laissé étudier ici. C'est un homme bien. Il ne mérite pas ça. » Elle regarda autour de la brasserie. « Ce n'est pas juste Michel, c'est Monsieur Pierre, c'est Serge. Il a 2 enfants. Ça n'est pas juste un tableau comptable. C'est ce qu'ils ne comprennent pas, ce que ce vautour d'Hainaut ne comprend pas. C'est un lieu, un vrai lieu. Ça n'a pas de prix. » Elle finit par le regarder directement, les yeux cherchant une réponse. « Et toi, Ed, ton rêve, c'est quoi? Si tu n'étais pas juste, ici, qu'est-ce que tu ferais? » La question le prit totalement au dépourvu. Personne ne lui avait demandé cela depuis 30 ans. « Je ne sais pas, » dit-il. Et c'était la phrase la plus honnête qu'il avait prononcée de toute la semaine. « Je pense que je voudrais construire quelque chose qui dure. Quelque chose qui compte plus qu'un cours en bourse. » Elle eut un petit sourire triste. « Ouais, ça sonne bien. » Soudain, la porte de la brasserie s'ouvrit violemment, la clochette tintera comme un cri. C'était Chad, le commercial arrogant de l'autre jour. Il était seul cette fois-ci et clairement de mauvaise humeur. « Hé, la serveuse !» aboya-t-il en glissant dans sa banquette habituelle. « Un café et un menu. Et dépêche-toi. Je suis en retard pour un client. » Les épaules de Bethany s'affaissèrent. Elle attrapa une tasse et un menu.
Ça arrive, monsieur. C'est Chad, grogna-t-il. Elle servit son café. En se retournant, Chad aperçut Ed au comptoir. Toi encore, ricana-t-il détaillant Ed de haut en bas. Quoi, tu es le nouveau plongeur ou tu t'es carrément greffé à ce comptoir, toujours en train de faire durer ton petit-déj à 2 heures de mardi? Bethany, qui s'éloignait, s'arrêta net. Laisse-le tranquille, Chad, dit-elle, la voix tremblante sous la colère accumulée toute la journée. Je ne suis pas d'humeur. Pas aujourd'hui. Oh, piquante, hein? Se moqua Chad. Qu'est-ce qui se passe, ton clodo de petit ami te fait des problèmes? Il se tourna vers Ed. Tu sais, mon pote, c'est vraiment triste de vivre au crochet d'une fille qui bosse dur. Pourquoi tu vas pas dans un foyer? Arrête de puer, ici sérieux. C'était le moment. Ed avait vu Bethany le défendre alors qu'elle était juste fatiguée. Mais là, il allait voir ce qu'elle faisait quand elles étaient brisées. Bethany fit volte-face. Elle ne marcha pas vers Chad. Elle marcha vers la porte d'entrée. Elle déverrouilla la porte et la tint grande ouverte. L'air froid d'octobre s'engouffra dans la salle. « Dehors, » dit-elle. Chad cligna des yeux. « Tu m'as dit quoi? » « J'ai dit dehors, » répéta-t-elle sa voix, résonnant avec une autorité absolue. « Pour toi, c'est fermé définitivement. Tu as insulté nos clients. Tu m'as insulté. Et tu es un être humain misérable. On ne veut pas de ton fric. Pars. »« Tu peux pas me virer, » explosa Chad en se levant. « Je suis un client payant. Je parlerai à Michel. Je vais te faire virer. »« Michel, » cria Bethany sans quitter Chad des yeux. Michel sortit en trébuchant de son bureau, les yeux rouges. « Quoi qu'est-ce qu'il se passe? »« Je refuse de servir cet homme, » dit Bethany en pointant Chad. « Il harcèle un autre client et il me harcèle. Je veux qu'il parte. Tu me soutiens. » Michel regarda Chad gonflé d'indignation, puis Bethany debout comme une statue, la main toujours sur la porte. Puis Ed, l'homme silencieux, qui était la cible des insultes. Michel se dirigea vers le comptoir, prit le téléphone et composa un numéro. « Oui, je la soutiens. Monsieur, vous pouvez partir de vous-même. Ou expliquer ça à la police. À vous de choisir. » Chad devint blanc. C'était un tyran. Son bluff venait d'être percé. C'est ridicule. Cet endroit est un taudis de toute façon. Vous aurez des nouvelles de mon avocat. Parfait, dit Bethany. Qu'il envoie ses lettres vite. Ce taudis sera peut-être même plus là la semaine prochaine, grâce aux gens qui pensent posséder le monde. Chad attrapa son manteau, jeta 2 € sur la table pour le café qu'il n'avait même pas touché et sortit en bousculant Bethany. Elle claqua la porte derrière lui et la verrouilla. Puis elle retourna le panneau sur fermé, bien qu'il ne soit que 15 à 08. Le silence retomba. « Bethany, » dit Michel, stupéfait. « Tu n'aurais pas dû. »« J'aurais dû, » répondit-elle, la voix tremblante. « Si on coule Michel, on coule avec de la dignité. On ne sera pas le punching ball d'un riche connard. Pas tant que je suis là, Elle s'adossa à la porte, l'adrénaline la quittant enfin. Elle glissa au sol et s'assit la tête dans les mains. « Oh mon Dieu, Michel, je crois que je viens de nous faire perdre un client. » Michel s'assit par terre à côté d'elle. « C'est pas grave, gamine. C'est pas grave. C'était un idiot de toute façon. » Ed les regardait, ce patron brisé et cette serveuse au cœur de lion assis sur le sol de leur brasserie condamnée. Il avait vu sa gentillesse. Il avait vu sa rage. Il avait vu sa dignité. Il avait assez vu. Il marcha vers la porte. Bethany leva les yeux, le visage taché de larmes. « Merci. Pour ça, » dit Ed d'une voix rauque. « On protège les nôtres, Ed, » murmura-t-elle. « Oui, vous le faites. » Il déverrouilla la porte et sortit. Il ne retourna pas à l'auberge de jeunesse.
Il marcha 3 rues, tourna au coin et vit une berline noire attendre au ralenti. Elle avait été là discrète depuis une semaine entière. Il tapa à la vitre. Son garde du corps, Robert, le regarda choqué de le voir dans cet état. « Monsieur Garrick. » Ed ouvrit la porte arrière et s'assit. L'odeur du cuir luxueux et de l'air aseptisé le frappa comme un coup. « Ramenez-moi chez moi, Robert, » dit Édouard. « Et mettez-moi Laurent Bishop en ligne. » Immédiatement. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris plat et impitoyable. Il était 10 heures tapantes. À l'intérieur de la brasserie du Bleu, l'atmosphère était funèbre. Michel et Bethany étaient là. Serge était en cuisine, mais il ne cuisinait pas. Il n'y avait aucun client. Michel avait fermé la porte. Ils attendaient de la fin. L'expiration des 48 heures. La mort annoncée de leur lieu de vie. « J'ai appelé le sentinelle », dit Bethany en buvant un café froid. « Ils ont dit qu'ils allaient nous voir, ce qui veut dire qu'ils vont rien faire. »« J'ai appelé mon cousin avocat », dit Michel. Il a dit, « Vous êtes fichu. » Mot pour mot. Un coup sec et autoritaire retentit contre la porte vitrée. « Il est revenu », murmura Michel livide. Bethany se redressa, la mâchoire contractée. « Laisse-le entrer. On va l'affronter. » Michel ouvrit la porte. Martin Hainaut entra, un sourire satisfait aux lèvres. Il tenait sa serviette en cuir. « Bonjour. Je vois que vous avez décidé d'être raisonnable. J'ai les papiers de cession. Les 5 000 € comme promis. Signez ici et nous commencerons à débarrasser vos affaires. »« On ne signe rien, » dit Bethany. Le sourire de Martin s'effaça. « Pardon, on a déjà vu ça. La saisie est lancée. C'est terminé. Ce n'est qu'une simple courtoisie, rien de plus. Vous en êtes sûr, » dit soudain une nouvelle voix. Hainaut se retourna d'un coup. Dans l'embrasure de la porte où il se tenait 1 minute plus tôt se trouvait un homme, flanqué de 2 autres hommes en costumes sombres impeccables et d'une femme tenant une mallette. Cet homme était grand imposant, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure qui devait valoir au moins 20 000 €. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son menton fraîchement rasé et ses yeux. Le souffle de Bethany se bloqua dans sa gorge. Elle connaissait ses yeux. Michel resta bouche bée. Ed, c'était Ed. Mais ce n'était plus Ed. L'homme, épuisé, affaissé, presque brisé, avait disparu, remplacé par une aura de puissance glaciale écrasante. Le visage d'Hainaut passa en 3 secondes du suffisant au confus, puis au blanc cadavérique. On aurait dit qu'il voyait un fantôme. « Monsieur Garrick », balbutia-t-il, sa serviette en cuir glissant de ses doigts pour s'écraser au sol. « Monsieur, je n'avais aucune idée. Que faites-vous ici? » Édouard Garrick ne lui accorda même pas un regard. Il regardait par-dessus lui, ses yeux se posant directement sur Bethany. « Bethany, Michel, je vous présente mes excuses pour cette interruption, » dit-il. Sa voix était la même, et pourtant totalement différente, posée, instruite, autoritaire, indiscutable. « Monsieur Garrick » souffla Bethany, incapable de relier les 2 versions de lui dans sa tête. « Je ne comprends pas. Vous êtes Ed. Vous étiez l'homme avec les 2 œufs au plat, » termina Édouard, un mince sourire amer au coin des lèvres. « Oui, c'était moi. Et je dois dire Serge, ils étaient excellents. » Serge, qui dépassait timidement de la cuisine, hocha simplement la tête, stupéfait. « Monsieur, je peux tout vous expliquer », cria presque Hainaut en se jetant au sol pour ramasser ses papiers. « C'est juste une acquisition standard, une petite propriété, du nouveau secteur de développement. C'est juste du business. » Édouard tourna enfin son regard vers lui. Un regard froid, tranchant, qui aurait pu arrêter un cœur. « Du business, Martin.
C'est comme ça que tu appelles le fait de menacer un homme dans son propre établissement, d'insulter son personnel, de lui offrir 5 000 € pour une propriété qui est toi et moi. Le savons très bien, la clef de voûte de tout le pâté de maison. Monsieur, je suivais seulement les directives du bureau de Monsieur Bishop. Acquérir à tout prix, maintenir les coups bas, c'était de la note interne. La façade polie d'Eno se craquelait à vue d'œil. Une goutte de sueur dévala sa tempe. La note de Monsieur Bishop ne mentionnait pas, je te l'assure, de jouer les méchants de dessins animés, répondit Édouard d'un ton sec. Tu as dit à Monsieur Turner que cet endroit était un vestige qui devait mourir. Tu as appelé Mademoiselle Price chérie petite. Tu as représenté mon entreprise, mon nom, avec un niveau de brutalité qui me répugne. Monsieur Martin, coupa Édouard d'un ton net. Tu es renvoyé. Ce fut aussi simple, aussi rapide. Vous ne pouvez pas. Je peux. Je viens de le faire. Ces 2 hommes sont de la sécurité. Ils vont t'escorter à ton bureau. Tu récupéreras tes affaires personnelles. Ta prime de départ sera inexistante. Et maintenant, donne ta serviette à Jeannette. La femme à la mallette s'avança. Eno dévasté lui tendit la serviette. Il avait l'air d'un château de cartes sous la pluie. « Emmenez-le », dit Édouard. Les agents prirent Eno par les coudes. « Monsieur Garrick, je vous en prie. Ma carrière m'a... » La clochette tinta. Eno disparut. La brasserie retomba dans un silence absolu. Édouard Garrick se tenait au milieu de la salle, un milliardaire dans une petite brasserie ouvrière. Il se tourna vers Michel et Bethany qui s'agrippaient au comptoir comme si le sol tremblait. « Monsieur Turner, Mademoiselle Price, je suis Édouard Garrick, PDG et fondateur de Garrick Global Holdings, et je suis profondément, sincèrement désolé pour ce que ma société vous a fait. » Il s'avança vers le comptoir, sortit un stylo de la poche intérieure de son costume, attrapa les papiers, de saisie tombée de la serviette d'Eno, et d'un geste net écrivit « Annulé en travers de la première page. » Puis il signa « Et Garrick. » « C'est fini, » dit-il, en glissant le document vers Michel. « La dette est annulée. La brasserie du Bleu vous appartient. Libre et clair. » Michel regarda les papiers, regarda Édouard, puis s'effondra sur un tabouret, les jambes incapables de le porter. Bethany fixait Édouard l'esprit en plein tourbillon. L'homme silencieux, le manuel de finances, la dispute avec Chad, la question. Que ferais-tu si tu avais du pouvoir? C'était toi, souffla-t-elle presque inaudible. Tu nous testais. Je me testais moi-même, répondit Édouard, la voix adoucie. J'étais perdu. Ma société, ma vie, étaient devenues stériles, déconnectées. On m'a dit que je ne comprenais plus le monde réel. Alors je suis venu le voir. Je n'avais pas prévu de trouver tout ça. Je n'avais pas prévu de te trouver toi. Il la regarda avec un respect profond. Ta gentillesse envers un homme que tu croyais sans abri. Ta défense contre ce tyran de Chad. Ton caractère Bethany. Quand tu avais toutes les raisons du monde d'être amère, tu es restée humaine. Quand tout s'écroulait, tu es restée digne. Tu m'as rappelé ce que valeur veut réellement dire. La clochette tinta de nouveau. Un homme entra en trombe paniqué. C'était Laurent Bishop, le directeur général adjoint. Édouard. Dieu merci, Robert m'a appelé. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Eno hurle au téléphone. Tu ne peux pas juste le virer. Cette saisie est essentielle pour le. Il s'arrêta net. Il vit la brasserie. Il vit Michel. Il vit Bethany. Et il vit le visage d'Édouard. Le pari est annulé, Laurent, dit Édouard. Quoi? Mais tu as terminé la semaine. J'ai dit qu'il est annulé parce que j'ai gagné. J'ai découvert la seule chose dont notre entreprise de 80 milliards manque totalement l'intégrité. Il laissa un silence lourd s'installer.
Et quant au projet de rénovation urbaine, il est annulé, avec effet immédiat. Annulé, hurla Laurent. Édouard, c'est un projet à 9 chiffres. Le conseil va te... Qu'ils essayent, répondit Édouard calmement. Je dissous la division de rénovation urbaine. Nous ne sommes plus dans le business de détruire des quartiers. Nous sommes désormais dans celui de les reconstruire. Il se tourna vers Bethany. Ce qui m'amène à mon offre. Bethany le fixa la tête qui tournait. Une offre. Ce n'est pas de la charité, dit Édouard rapidement en levant la main. Je t'ai vu étudier Bethany. Finance d'entreprise avancée. Je t'ai vu calculer mentalement un plan de collecte de fonds dès que Michel t'a parlé du prêt. Tu es intelligente. Tu es solide. Et tu as quelque chose que mon entreprise entière n'a pas, une boussole morale. Il fit un pas en avant. Je n'annule pas le projet Laurent, dit-il, en jetant un regard par-dessus son épaule à son directeur adjoint pétrifié. J'oriente différemment. Je crée une nouvelle division chez Garrick Global, l'initiative Garrick Communauté d'abord. Son but sera de repérer les petites entreprises, les piliers de quartier, comme cette brasserie écrasée par des prêts prédateurs ou l'expansion immobilière, et de les sauver. On fournira des microcrédits, de l'aide à la gestion et une protection juridique. On ne les achètera pas. On investira en elles. Puis il reporta toute son attention sur Bethany. Et j'ai besoin que quelqu'un dirige cette division. Quelqu'un qui sait ce que c'est d'être de ce côté du comptoir. Quelqu'un qui comprend la différence entre un vestige et un foyer. Je te veux, mademoiselle Price. Je veux que tu en prennes la tête. Les jambes de Bethany se dérobèrent presque. Moi, diriger une division. Je suis une serveuse. Tu es l'esprit le plus aiguisé que j'ai rencontré cette année, dit Édouard sans hésiter. Tu sais, tu es la seule personne en qui j'ai suffisamment confiance pour ne pas transformer cette division en un centre de profit sans âme. Le poste vient évidemment avec un salaire important, et nous financerons l'intégralité de la fin de tes études. Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant. Et j'ai entendu ton appel au sujet de ta mère. La première action de l'initiative sera de prendre en charge ses soins médicaux. Tous considèrent cela comme réglé. Ce n'est pas un cadeau, Bethany. C'est un investissement dans notre futur cadre la plus précieuse. Tu l'as mérité. Des larmes coulaient déjà sur les joues de Bethany. Pas des larmes de peine. Des larmes de soulagement pur, irréel. Oui, murmura-t-elle. Oui, bien sûr, oui. Parfait, sourit Édouard. Jeannette, dit-il à son assistante. Prenez les informations de mademoiselle Price. On commence les formalités. Mais au même instant, comme si l'univers avait un sens de l'humour cruel, la clochette tinta. Tout le monde se retourna. C'était Chad. Il entra en trombe, le visage gonflé d'indignation. « Je le savais !» hurla-t-il en pointant un doigt accusateur vers Bethany. « Michel, je viens de parler à mon avocat. Tu ne peux pas me refuser le service. Je vais poursuivre cette décharge pour... » Sa voix mourut. Il vit les hommes en costume. Il vit Laurent Bishop. Et il vit Ed, le clochard désormais vêtu d'un costume à 20 000 €, le fixant avec l'indifférence froide d'une divinité. « Chad, » dit Édouard, sa voix dangereusement aimable. « Quelle surprise! Entre donc. » Chad se figea. Quoi? Tu travailles chez Precision Sales, n'est-ce pas? Demanda Édouard. Oui, je suis leur meilleur. Était, corrigea Édouard. Precision Sales détient un contrat annuel de 50 millions pour fournir du matériel de bureau à tout le portefeuille nord-américain de Garrick Global. Un contrat qui, dans, disons, 30 secondes, sera placé sous révision immédiate. La tête de Laurent Bishop se redressa vivement. « Édouard, on ne peut pas. Leurs tarifs sont verrouillés. On peut,
répondit Édouard. Je refuse catégoriquement d'associer mon entreprise à une société qui emploie des harceleurs. Chad, tu es venu ici encore et encore humilier un homme que tu croyais pauvre et sans défense. Tu as insulté une femme qui ne faisait que son travail. Ton comportement était, pour reprendre ton mot pathétique, tu pourras dire à ton patron que c'est moi personnellement qui ai retiré leur contrat. Tu ferais mieux de mettre ton CV à jour. Le visage de Chad se décomposa. Ses yeux se vidèrent. Il ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Il se retourna et sortit en titubant un homme brisé. La justice fut instantanée, totale. Édouard se retourna vers la pièce. Michel serrait toujours le document annulé, comme si c'était un billet de loterie gagnant. « Michel, ta brasserie a besoin de travaux, » dit Édouard. « Les banquettes sont déchirées. L'enseigne clignote. La deuxième action de ma nouvelle division sera de financer une rénovation complète de la brasserie du Bleu du Sol au plafond. Tout ce dont vous avez besoin, sans condition, sans prêt. Considérez cela comme le salaire rétroactif pour toute l'éducation que vous m'avez donnée. » Michel hocha simplement la tête, des larmes coulant librement sur ses joues. « Merci, Monsieur Garrick, merci. » Quelques mois plus tard, la brasserie du Bleu brillait comme neuve. Elle avait de nouvelles banquettes en vinyle bleu classique, une enseigne au néon toute neuve qui ne clignotait plus et un sol impeccablement poli. Mais son charme restait intact. Serge était toujours en cuisine. Michel riait derrière la caisse. Monsieur Pierre sirotait son café dans sa banquette habituelle. La clochette tinta. Édouard Garrick entra vêtu d'un pull décontracté, pas d'un costume. « Bonjour, Édouard, » lança Michel avec un large sourire. « Michel, » répondit Édouard en hochant de la tête. Il reprit sa place dans son ancienne banquette. Quelques instants plus tard, Bethany arriva. Elle portait un blazer élégant, un jean sombre, et tenait une tablette. Elle semblait transformée, confiante, reposée, lumineuse. « Tu es en retard pour notre réunion, » dit-elle, un sourire malicieux au coin des lèvres. « Je sais, » répondit Édouard. « Je révisais les conséquences pour Precision Sales. Leur action a chuté de 30%. Ils ont viré Chad. »« Parfait, » dit Bethany. Elle s'assit en face, ouvrant sa tablette. « Alors, pour le projet communautaire dans le quartier des entrepôts, j'ai identifié 3 commerces, comme celui-ci écrasé par le nouveau groupe de rénovation urbaine de ce côté de la ville. »« Tu prends plaisir à faire ça, » observa Édouard. « Je suis doué pour ça, » rectifia-t-elle. « Le nouveau médecin de maman est incroyable, au fait. Merci pour tout. »« Je suis heureux de l'apprendre, » dit Édouard. Un silence confortable s'installa, un silence de travail, mais aussi de partenariat. Enfin, Bethany leva les yeux de sa tablette. « Je peux t'apporter quelque chose. » Édouard Garrick regarda sa nouvelle collègue, sa partenaire dans cette nouvelle mission. Il regarda la brasserie qu'il avait failli détruire et qu'il avait finalement sauvée. Il sourit. « Eh bien, » dit-il, « je vais prendre 2 œufs au plat et un café noir. » Le sourire de Bethany s'élargit. Elle ne nota même pas la commande. « Ça arrive tout de suite. » Ce que nous venons de voir n'est pas simplement l'histoire d'un homme riche qui apprend une leçon. C'est la démonstration bouleversante de la puissance silencieuse de la dignité. Bethany ne savait pas qu'un milliardaire l'observait. Elle a défendu Ed uniquement parce que c'était la bonne chose à faire. Elle a tenu tête au tyran Chad et au vautour corporatiste Eno, non pas parce qu'elle pensait gagner, mais parce que son intégrité n'était pas à vendre. Cette histoire nous rappelle que le caractère, ce n'est pas qui vous êtes quand votre patron vous regarde. C'est qui vous êtes quand personne ne vous regarde. La véritable valeur n'est pas dans un compte en banque. Elle est dans la façon dont vous traitez quelqu'un qui ne peut rien vous offrir. Et vous? Qu'avez-vous pensé du courage de Bethany? Avez-vous déjà vu quelqu'un défendre un inconnu avec autant de cœur? Dites-le moi dans les commentaires.
Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui en a besoin et de vous abonner pour plus d'histoires inspirées de la vraie vie. Merci d'avoir regardé.